RFI. Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în această oră în care vom vorbi despre confruntarea cu trecutul. Confruntarea cu trecutul este și titlul întâlnirii și mai precis tema întâlnirii din această seară de la ora 19 de la librăria Humanitas de la Cismigiu, o întâlnire eveniment cu istoricul francez Thierry Walton, Gabriel Liceanu și Ioan Stanomir. Toți trei vor fi moderați de excelenta jurnalistă Magda Grădinaru. Știu că Thierry Walton o apreciază foarte mult și eu o apreciez foarte mult. La cât a venit în România, sunt sigură că înțelege tot ce îi spun. Cel mai recent volum al autorului francez se intitulează Întoarcerea vremurilor barbare, de la un război la altul, volum apărut anul trecut la editura Humanitas în traducerea lui Iulian Comănescu. Despre lumea de astăzi, care este consecința celei de ieri, va fi vorba în această seară. Prin urmare, vă propun acum o întâlnire cu istoricul și jurnalistul francez Thierry Walton. Bonjour et merci beaucoup de votre visite. J'ai un peu du mal entre français et roumain parfois. Merci à vous de m'inviter en tout cas. En tout cas, je suis ravie de vous revoir chez nous. Vous me disiez tout à l'heure que c'est la troisième fois que vous venez... Je viens cette année, oui. Une fois au début de l'année, cet été, et maintenant, finalement, voilà. J'entoure l'année, quoi. Pour toutes les fêtes, en fait. Oui, quasiment. Voilà, c'est très bien. Bon, donc ce soir, un grand débat sur le passé. Et avant de commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, je dois rappeler que vous êtes l'auteur d'un livre, en fait de 3 livres, au total 3000 pages qui vont pris 10 ans de votre vie. C'est l'histoire du communisme, l'histoire mondiale du communisme. Quelle aventure! Je sais que nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de ces livres, de votre travail. J'étais curieuse, comment le thème du passé est arrivé vers vous? Alors, c'est un long chemin, mais d'abord, je tiens à préciser que ça s'appelle Une histoire mondiale du communisme. L'article est excessivement importante parce que j'ai pas la prétention d'écrire l'histoire du communisme. C'est assez subjectif, j'entends bien. D'ailleurs, les titres choisis par les volumes montrent dans quel axe je me présente, puisque 1, c'est les bourreaux, 2, c'est les victimes, 3, c'est les complices. Donc, vous comprenez bien que c'est pas... Je raconte pas que le communisme était formidable. Bon, alors comment c'est vu? D'abord, il faut savoir quand même que... j'ai travaillé toujours, d'abord en politique étrangère quand j'étais journaliste, et quand j'étais jeune journaliste, j'ai beaucoup travaillé, et je suis beaucoup allé derrière le rideau de fer, dont en Roumanie d'ailleurs, à l'époque du communisme, donc jamais en tant que journaliste, parce que vous ne pouviez rien faire si vous étiez journaliste, alors j'y allais en tant que touriste, et je m'intéressais évidemment à la société civile, j'allais fréquenter pas les oligarques et autres nomenclatura, et donc si vous voulez, j'ai été imprégné dans ma jeunesse de ce qui s'est passé, et j'ai eu une chance extraordinaire, je dois dire, c'est qu'à cette époque-là, je parle des années 75-80, il y avait une dissidence qui naissait, si vous voulez, qui existait. Il y avait Paul Goma chez vous, il y en avait d'autres en Roumanie. Il y avait Havel en Tchécoslovaquie, il y avait évidemment Michnik Kouron, etc. en Pologne. Et tous ces gens étaient mes interlocuteurs, parce que c'était eux qui m'intéressaient, si je puis dire. Et moi, j'étais jeune, j'avais 25 ans. J'étais une éponge à l'époque, donc je prenais ce qu'ils me disaient, et si vous voulez, ils m'ont donné la description de la réalité socialiste extraordinaire, ce qui fait que j'ai gardé ça dans ma tête pendant longtemps, et donc je n'aurais pas pu écrire cette histoire mondiale du communisme qui m'a pris effectivement 10 ans de travail si j'avais pas ce background. Je parle bien sûr de mes 25 ans, mais après je l'ai cultivé longtemps, et ce qui s'est passé dans votre pays et dans les autres pays d'Europe centrale et orientale, et bien sûr dans le communisme en général, la Russie, l'Union soviétique, la République populaire de Chine, etc., m'a toujours intéressé, ce qui fait que j'aurais pas pu me lancer dans cette histoire gigantesque, si je puis dire, sans avoir travaillé là-dessus pendant plusieurs années. On ressasse toujours le passé, on revient en fait un peu en arrière pour se poser des questions, mais la vérité est qu'aujourd'hui, on regarde un peu partout sur la planète, on regarde son passé. Les pays africains s'interrogent aujourd'hui sur le passé colonial et ils essayent de faire un pont, en fait, d'avancer, de prendre de l'avance et dépasser ce passé colonial. Chez nous, en Europe de l'Est, n'en parlons plus. Enfin, justement, on va en parler.
nous avons affaire à plusieurs types de passé. Il y a un passé assumé, il y a un passé qu'on refuse, il y a un passé qu'on instrumentalise aussi Vous avez parfois. raison, absolument. C'est une très bonne description de l'utilisation du passé ou de la. Vous avez raison. Alors, celui qui est assumé n'est pas très fréquent, je dois vous dire, je pense, parce que il y a toujours une mauvaise conscience, quelque part, qui existe par rapport au passé. Surtout si c'est un passé qui n'est pas très clean. Excusez-moi d'employer ce mot anglais, mais je crois qu'on le comprend très bien. Donc évidemment, par rapport à ce genre de passé, on n'a pas trop envie de le remettre à la surface. Donc c'est pour ça qu'un passé assumé, c'est assez rare. Hein. Un passé, par contre, transformé, si je puis dire, ou enjolivé, en tout cas sûrement, ça arrive plus fréquemment parce que ça rassure non seulement les autorités, j'entends bien, mais aussi la population qui a éventuellement souffert. Existe, et je pense que c'est un des sujets que nous allons aborder, il existe chez vous incontestablement une espèce de nostalgie du communisme. Et alors, mais je dirais que ça se comprend si on y réfléchit pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir qu'il y a un phénomène psychologique qui est absolument commun à l'ensemble des êtres humains, hein, et depuis la nuit des temps, si je puis dire, c'est que nous avons tous la nostalgie de notre passé. Pour de multiples raisons, parce que nous savons que nous allons mourir. Notre finitude est inscrite dans notre esprit, même si on n'y pense pas. Et si vous voulez regarder derrière soi, enjoliver le passé est un moyen pour nous, si vous voulez, d'accepter le fait que nous allons disparaître à un moment donné. Et quand on est nostalgique de son passé, on oublie le côté négatif et on ne garde que le côté positif. Donc, si vous voulez, la nostalgie du passé est toujours quelque chose que l'on regrette fortement, puisque c'était le bon temps, si je puis dire. Et même si on a souffert, même si on avait des queues dans les magasins, même si on était contrôlé, même s'il n'y avait pas de liberté, on oublie un peu cet aspect-là, si je puis dire, pour ne garder que l'aspect positif. Or, quel peut être, si je puis dire, parce que je suis assez sceptique là-dessus, quel peut être l'aspect positif d'un régime communiste? Eh bien, pour des gens, pour beaucoup de personnes, si je puis dire, par rapport aux difficultés qui existent dans un monde plus libre où il faut se débrouiller, il faut retrousser ses manches pour faire sa plotte, si je puis dire, surtout dans un contexte mondial très très accentué, dans ce qu'on appelle la mondialisation, dans une transformation économique importante, l'une des plus importantes que l'humanité a connue avec le numérique, etc. Bon, tout ça, nous vivons dans une époque très troublante, si je puis dire, entre la mondialisation, ces mélanges, l'immigration, et puis cette nouvelle économie qui se met en place. Donc, il y a une grande déstabilisation des êtres humains, mais nous sommes tous, à mon avis, au même plan. Et donc, si vous voulez, il y a le regard du passé, dire finalement, sous le communisme, c'était peut-être pas la liberté, il n'y avait peut-être pas toujours à manger, ou en tout cas, les magasins n'étaient peut-être pas tout à fait approvisionnés, mais au moins, nous avions la sécurité. Et vous savez, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est évidemment pas mes opinions, mais si vous demandez à tout être humain, je dis bien à tout être humain, s'il préfère la sécurité à la liberté ou la liberté à la sécurité, il vous répondra la sécurité. C'est assez terrifiant dans une certaine mesure. La liberté vient après. Pour moi, excusez-moi, la liberté est ce qui est absolument de tout. Bon, voilà. Et donc, si vous voulez, ce côté nostalgique qui existe, et particulièrement dans votre pays, je dois dire, fait que c'est quasiment, je dirais, malheureusement, un phénomène naturel. C'est dur à dire. Il y a des gens qui lancent aussi l'hypothèse que nous étions jeunes, enfin, moi j'étais enfant, mais les autres qui ont vécu leur jeunesse pendant l'époque communiste, ceux qui n'ont pas forcément vécu la répression au niveau de leur famille, bon voilà, ils sont nostalgiques parce que ils étaient jeunes. Exactement. Et que ça représentait leur jeunesse. Mais évidemment. Voilà. Mais voilà. Et on est tous nostalgiques de notre jeunesse. Vous êtes nostalgiques de votre jeunesse. Moi, je suis nostalgique de ma jeunesse en tant qu'être humain. J'entends. Je dis pas le contexte enfin bon, voilà. Parce qu'on sait justement que nous vieillissons chaque jour. Hein. Alors. Voilà, donc là, je voulais, ça tombe bien que vous parlez de ça parce que je voulais aussi vous parler d'un sondage qui est sorti cet été et qui nous révèle le fait que 55,8% des Roumains considèrent que le régime communiste a eu un impact positif sur le pays. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que les jeunes, il y a 45% des jeunes
considèrent la même chose, que le régime communiste a eu un impact positif. Alors, il ne s'agit pas forcément des jeunes qui viennent des grandes villes. Il s'agit des jeunes qui viennent des villes moyennes ou qui viennent de la campagne. Comment vous expliquez cette nostalgie du communisme de la part des jeunes qui n'ont pas vécu le communisme, qui n'ont pas vécu cette répression, qui ne connaissent rien, en fait? Alors, vous savez, c'est ce qu'on appelle la transmission. Ça existe, la transmission. Vous savez, dans une famille, vos parents vous influencent énormément, même si, évidemment, on s'en sépare à l'adolescence ou plus tard, et même on peut être en révolte par rapport à ses parents, mais les parents vous imprègnent votre esprit. Ils vous forment quelque part. Et il est évident que si vos parents vous répètent « finalement, c'est très difficile maintenant, au moins sous le communisme, c'était plus facile, etc. » Finalement, ça vous imprègne l'esprit. Premier élément. Deuxième élément, à mon avis, c'est l'élément principal, je dois dire. Si je veux faire un pourcentage, je dirais ça compte pour 60%, grosso modo, de ce type de réaction de la jeunesse. Il reste les autres 40%. Eh bien, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est assez terrifiant, je dois dire, en tout cas pour moi, c'est que il y a incontestablement, sans doute, un rêve communiste qui existe encore. Il existe encore, malgré la réalité communiste qui a été ce qu'on a codé, ce que l'on sait, n'est-ce pas, vous et moi en tout cas, et je pense beaucoup d'autres personnes, il existe incontestablement, disons, une appétence pour le communisme qui tient d'abord au discours communiste. Alors, je dis pas, il n'y en a plus aujourd'hui de discours communiste, mais disons le dessin communiste, un dessin, pas dessin dessiné, mais un dessin, le dessin communiste, si vous voulez, repose sur un tropisme excessivement développé chez l'être humain, je dirais même généralement, c'est rare qu'on y échappe, c'est l'égalité. L'égalitarisme est quelque chose qui est excessivement développé chez l'être humain pour de multiples raisons. Et on ne supporte pas qu'il y en ait qu'il y ait plus de gens qui sont plus riches que nous. On ne supporte pas qu'il y en a qui aient une grosse voiture, que le voisin, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très commun chez l'être humain. Et depuis la nuit des temps, c'est pas aujourd'hui. Je veux dire, au temps des cavernes, on ne supportait pas que l'autre il avait le feu et moi j'avais pas le feu, par exemple. Bon, donc, si vous voulez, ce sentiment, cette volonté égalitaire. Et d'ailleurs, la France en est un exemple. Qu'est-ce que c'est la République? Qu'est-ce que dit la République française? Liberté, égalité, fraternité. L'égalité vient en deuxième. Après la liberté. Donc, si vous voulez, cet égalitarisme est quelque chose qui habite l'être humain. Donc, dans cette jeunesse qui n'a pas connu le communisme, qui ne sait pas éventuellement tous les problèmes que ça posait, de liberté, de consommation, etc., finalement, le discours communiste reste quand même, idéologiquement parlant, j'entends, même si personne n'ose aujourd'hui quand même se réclamer du communisme, reste quand même, nous serons je reviens à ce que je voulais dire, je précise ce que je voulais dire. Lénine disait que le pays, l'Union soviétique, pourrait être dirigé par une cuisinière. C'est ça qu'il disait. La cuisinière dirigera l'État. Donc, si vous voulez, celui qui est en bas de l'échelle pourra aller jusqu'en haut de l'échelle. Et d'ailleurs, je pense je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, un des succès du communisme, c'est bien sûr ce côté égalitaire et surtout de promotion, c'est que la force du communisme, elle n'est pas dans une croyance chrétienne, je dirais. Qu'est-ce que dit le message évangélique? Il dit, les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Qu'est-ce que dit le message communiste? Ceux qui sont les pauvres, les prolétaires, n'est-ce pas? Les prolétaires dirigeront le pays. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, tout ça est un ensemble de choses qui fait qu'il y a une appétence qui reste pour le communisme et qu'on peut comprendre que sur les 40% dont j'ai parlé qui est resté, il y a une certaine jeunesse qui encore aspire, mais en tout cas trouve que le communisme était mieux que le capitalisme. C'est l'idéologie qui remplace la religion, parfois. Surtout que le communisme est une idéologie, je veux dire, soyons clairs. Voilà. Donc, pour revenir un peu au passé, quel type de relations nous avons aujourd'hui dans nos pays? Parce que vous connaissez bien la Roumanie, vous connaissez bien l'Europe de l'Est, vous connaissez bien la Russie. Quel type de relations nous avons avec notre propre passé, vu de l'extérieur? Excusez-moi mais je vous en prie, vous avez le droit. Une relation viciée, je dirais. Spontanément, je dirais une relation viciée, particulièrement chez vous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi particulièrement chez vous. C'est un peu moins vrai peut-être en Pologne, parce que la Pologne a toujours été un pays résistant grâce à l'Église.
je dois dire. C'est peut-être un peu moins vrai en République tchèque. Par contre, c'est assez vrai en République démocratique, ex-République démocratique allemande, ce qui fait que l'extrême droite, d'ailleurs, parce qu'il y a un rapport brun-rouge, comme vous le savez, parce que j'ai écrit un livre là-dessus il y a quelques années. Donc voilà. Bon, mais alors, revenons à la Roumanie, parce que c'est ça qui vous intéresse avant toute chose. Ce rapport, alors évidemment, vous savez, d'abord, pour comprendre mon raisonnement, l'histoire, il y a les faits. Ça, dans l'histoire, les faits sont incontournables. On ne peut pas truquer les faits, sinon on fait de la fake news. Hein. Par contre, l'interprétation des faits est possible. Elle n'est même pas interdite, l'interprétation des faits. Il peut y avoir différentes opinions sur un fait donné, étant entendu qu'on ne truque pas le fait. Mais on peut le voir de différentes façons, comme un verre d'eau, un verre à moitié plein, à moitié vide. Donc, et si on donne aux gens, à la population, un certain nombre, disons, une certaine vision du passé, évidemment, comme la population n'a pas forcément la capacité ou les moyens d'avoir une autre vision du passé, ils croient cette vision qu'on leur donne, si je puis dire. Et la particularité de la Roumanie dans cette affaire-là, c'est que, et vous êtes le seul pays d'Europe centrale et orientale à avoir suivi cette voie, c'est que la révolution populaire qui a eu lieu en décembre 1989 a été confisquée. Et on le voit bien d'ailleurs dans le pseudo-procès qui a été fait à Ceausescu et son exécution, qui a arrangé tout le monde. Il a été confisqué par une espèce de, comme j'appelle en général, des seconds rangs, si je puis dire, ceux qui étaient derrière l'écran, par une bande de communistes, par une bande de la sécurité, de la Securitat, ce qui fait que ils ont pris le pouvoir. Eux ont pris le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, ils ont confisqué en vérité le pouvoir de la population qui voulait autre chose, évidemment. Bon, ils ont pris le pouvoir et ils l'ont pris pendant longtemps. Peut-être même jusqu'à aujourd'hui, mais ça, c'est une autre question. En tout cas, Iliescu, par exemple, a été au moins 8 ans à la direction de cet État. Ça permet beaucoup, excusez-moi, c'est long, dans la vie d'un homme, 8 ans, c'est assez long. Donc, si vous voulez, pendant cette période-là, ils ont pu raconter une autre histoire. D'abord, se blanchir, très important. Excusez-moi, il faut d'abord qu'ils se blanchissent eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, se présenter comme des anges blancs, si je puis dire, alors c'était des anges noirs, en vérité. Donc, d'ailleurs, première chose, se blanchir eux-mêmes, et puis, éventuellement, arranger un peu ce qui s'était passé, et tout ça. Donc, on a fait un autre récit historique que la réalité. J'ai sursauté comme ça parce que je me suis dit que... j'ai réalisé que cette histoire récente est pratiquement absente du discours politique aujourd'hui en Roumanie. On fait appel à elle de temps en temps, mais en fait, comme dans les manuels scolaires, l'histoire récente, donc cette période du communisme, elle est très brièvement, enfin on passe là-dessus très brièvement. Je pense qu'on n'a pas, on sait pas quoi dire en fait sur ce passé mais vous savez, récent. Je vais vous dire... Donc on crée une mythologie, quelque part. Ce n'est pas propre à la Roumanie, vous savez, franchement, honnêtement. Alors vous, c'est peut-être un peu plus aggravé, un peu plus lisible, si je puis dire, pour quelqu'un comme moi d'extérieur, mais il est quand même très intéressant pour moi, en tout cas, qui ai travaillé tellement sur ce sujet-là, il est quand même très intéressant que le plus grand drame de l'histoire de l'humanité, ce que je dis est très grave, hein, le plus grand drame de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les régimes communistes, puisque aucun autre régime au monde n'a autant tué de personnes, n'est-ce pas? Ça n'existe. Alors ça existera peut-être dans le futur, mais en tout cas jusqu'à le moment où je parle, c'est le cas. Donc le plus grand drame de l'histoire de l'humanité est grosso modo passé à la trappe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réflexion véritable sur ce que ça a été, pourquoi, comment, etc., quelle a été notre attitude, etc., etc. Ce qui fait que cette histoire est très méconnue, très très méconnue, beaucoup plus que vous le pensez. Je veux dire, si on fait un sondage en France en me demandant, je sais pas, alors Staline évidemment, Lénine on connaît, mais plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire le goulag, combien de personnes, quelle a été l'attitude si vous posez cette question, par exemple, quelle a été l'attitude des régimes communistes par rapport aux paysans? Alors là, vous n'avez aucune réponse. Hein. Alors, excusez-moi, le plus grand ennemi des régimes communistes, et ceux qui ont le plus souffert dans tous les régimes communistes, sans aucune exception, sont les paysans. En plus, on s'en fout, les paysans sont les cutéreux, comme on dit en français, n'est-ce pas? Bon, donc voilà. Donc tout ça fait que, si vous voulez, cette histoire, qui est une histoire très importante, parce que, encore une fois, je répète, c'est le plus grand drame de l'histoire du XXe siècle, en tout cas sûrement, et quand je dis ça, je ne minorise pas, évidemment, le problème du nazisme, je ne minorise pas, évidemment, l'extermination des Juifs, c'est clair, mais au moins, je veux dire, c'est vrai, en termes de malheur, si je puis dire, bien sûr, il n'y a pas de chambre à gaz, j'entends bien. Vous savez ce que disait Solzhenitsyn? Il disait, on n'a pas besoin de chambre à gaz, chez nous, on a le Sibérie.
Hein, et c'est vrai, si vous mettez quelqu'un à moins 50 degrés, vous savez, il ne résiste pas très longtemps. Bon, bref, tout ça pour dire que toute cette histoire dramatique n'a pas été, pas forcément jugée, parce que c'est compliqué de juger, mais n'a pas été digérée, je dirais. Et à ça, j'ai plusieurs réponses, si ça vous intéresse, mais je ne sais pas si on a le temps. Je vous en prie, oui. D'abord, je pense qu'il y a une très mauvaise conscience mondiale, je dis bien mondiale, par rapport à ce drame. Comme d'ailleurs, il y a une mauvaise... Excusez-moi, je reviens à l'extermination des Juifs. Il y a une très mauvaise conscience internationale, particulièrement chez les démocraties, vis-à-vis de l'extermination des Juifs. Parce qu'on ne l'a pas vraiment entendu au moment où ça se passait. Ce n'est qu'après qu'on a réalisé les choses. Donc, il y a une mauvaise conscience. Cette mauvaise conscience a été réparée parce qu'il y a eu d'abord... il y a eu un jugement du nazisme, hein, avec Nuremberg, dont on a fêté récemment l'anniversaire. Et puis, il y a eu la création de l'État d'Israël, qui est enfin, en vérité, la conséquence, si je pourrais dire, de ce drame de l'extermination des Juifs sous le nazisme. Bon, il n'y a rien de tout ça en ce qui concerne le communisme. Aucun jugement, rien du tout. Alors, ce qui fait que... parce qu'il y a une mauvaise conscience. Je reviens à cette histoire. Elle est encore plus grande que c'est vis-à-vis du nazisme. Parce que, finalement, la propagande communiste, mais surtout la croyance, ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'égalité, etc., sur les buts proclamés, pas réalisé, proclamé du communisme, il y avait une espèce de formidable adhésion, si je puis dire. Et les intellectuels, particulièrement, ont été coupables dans cette affaire-là. Donc, ce qui fait que la complicité est énorme. Donc, on déteste être complice. Excusez-moi, vous n'avez pas envie d'être complice d'un meurtre, vous n'avez pas envie d'être complice d'une tragédie. Hein, donc, vous l'oubliez. Et c'est un phénomène excessivement important, c'est psychologiquement excessivement important. Et donc, voilà pourquoi. C'est une des raisons pour lesquelles, encore une fois, le communisme a été oublié. Et puis, j'en reviens à cette histoire d'idéologie. Comme l'idéologie en elle-même est plaisante, si je puis en tout cas, fait appel à quelque chose qui interpelle l'individu, à savoir l'égalitarisme dont j'ai parlé, on n'a pas forcément envie de la condamner, si je puis dire. Vous voyez ce que tout c'est un ensemble de choses. C'est très imbriqué l'un dans l'autre. Mais ce qui fait que le communisme aujourd'hui est un peu oublié et peut continuer éventuellement faire rêver. Je finis, pardonnez-moi. Vous remarquerez quand même que s'il fait rêver une partie de la population, vous n'avez aucun parti politique qui se réclame ouvertement du communisme, à part en France d'ailleurs, je suis désolé, parce que nous avons encore un parti communiste dit français, n'est-ce pas? Je n'ai pas connaissance d'un autre pays, en tout cas en Europe occidentale j'entends, qui s'appelle ouvertement communiste. Ils ont très peu de visibilité finalement. Non, très peu. Le Parti communiste français fait 3%, 4% à tout casser. Bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes avec ce type de passé, mais voilà qu'à côté de nous, et ça vient vers nous, la guerre en Ukraine, là on est confronté à deux types de passés, je pense. Le passé communiste et socialiste, ben voilà, et le passé impérialiste. De quel des deux ce conflit entre la Russie et l'Ukraine hérite? Je dirais les deux, vous avez raison de le dire, sauf que, encore une fois, on ne parle pas du passé communiste dans cette affaire-là. Poutine est considéré, quand on parle de lui, on dit, bon, c'est un grand russe, hein, comme on dit, voilà, qui rêve de l'empire russe, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que lui-même d'ailleurs se présente comme n'est-ce pas, il va à l'église, il est très proche du patriarche Kirill, ce qui était un agent du KGB d'ailleurs, entre parenthèses. Donc voilà, tout ça, évidemment. Alors maintenant, il ne faut pas quand même oublier que M. Poutine et une partie de son entourage sont des gens qui viennent comme chez vous d'ailleurs, du Parti communiste soviétique. Vladimir Poutine est un ancien agent du KGB, c'est quand même le bras armé du parti, hein, le KGB à l'époque, comme la Securitate était le bras armé du Parti communiste roumain. Donc, on peut pas ignorer ce passé. Alors, n'oublions pas aussi une phrase de Poutine qui est très, très, très importante et qui permet de comprendre sa psychologie, si je puis dire. Il a dit ça en 2005, ou à peu près, en tout cas, dans ses 2 premiers mandats. Il a dit la chute de l'Union soviétique est le plus grand événement géopolitique du XXe siècle. Mais attendez, vous vous rendez compte, un XXe siècle qui a eu l'apparition du nazisme, l'extermination des Juifs, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, des événements géopolitiques absolument majeurs
Oser dire que la chute de l'Union soviétique est le plus grand événement géopolitique du XXe siècle, ça veut bien dire qu'il y a quelque part, si vous voulez, une nostalgie idéologique quelque part. Bon, même s'il ne s'en réclame pas. Alors, je pense que Vladimir Poutine n'a pas l'intention de reconstituer le bloc socialiste tel qu'il existait. D'abord, il n'aura pas les moyens de le faire, soyons clairs, donc je vous rassure. Première chose. Mais en même temps, c'est vrai qu'il a transformé son impérialisme soviétique, je dirais, en impérialisme grand russe. Alors du coup, ça nous fait un peu moins peur. J'ai dit, moi, c'est nous. Quand je parle de nous, c'est les Européens. Ça nous fait un peu moins peur parce que, voilà, l'impérialisme russe, c'était il y a longtemps. L'impérialisme soviétique, c'était hier. Mais en même temps... il rêve quand même pas de reprendre tout, parce qu'encore une fois, il n'a pas les moyens de le faire. Bon, mais il rêve de reprendre en tout cas l'Ukraine, sans doute. Mais je voudrais faire une petite parenthèse sur l'Ukraine, parce qu'on ne réalise pas vraiment les choses. La guerre dure depuis, on va arriver bientôt dans 4 ans, en février prochain. Donc presque 4 années. Qu'est-ce qu'a gagné la Russie dans cette guerre ? 1% du territoire ukrainien. Un seul % du territoire ukrainien. C'est une gigantesque défaite militaire, quand on y réfléchit. Compte tenu du fait que l'image que l'on a de la Russie puissante, etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Poutine veut une négociation dans laquelle il a perdu la guerre. 1% de territoire en 4 ans, excusez-moi, c'est rien. Vous ne pensez pas qu'il a gagné plus que ça ? Non, j'en suis sûr, je vous donne ma parole, c'est 1%. Mais territoire, mais en termes de notoriété, on en parle tous les jours. Il n'y a pas un jour mais ça, où on n'en parle pas de Poutine, de la Russie et de cette guerre. J'entends bien, mais c'est la force de la propagande. D'abord, c'est la force de la propagande, et 2, c'est la force de la faiblesse de l'Occident, de l'inconscience de l'Occident, parce que nous sommes coupables dans cette affaire-là. Excusez-moi, il ne faut pas rejeter uniquement la faute sur Poutine et ses ambitions. Quand Poutine a envahi la Crimée en 2014, nous avons quasiment rien dit. On a eu une petite protestation, etc., mais bon, si on avait tapé du poing sur la table, si les Occidentaux avaient tapé du poing sur la table en disant c'est scandaleux, il faut que vous évacuiez la Crimée, on ne serait sans doute pas aujourd'hui dans cette situation-là. Il est évident que non. Ça l'a encouragé. Qu'est-ce qu'a pensé Poutine par rapport à ce qu'il faisait, y compris lorsqu'il a pris une petite partie de la Géorgie, y compris lorsqu'il a pris une petite partie de la Moldavie, parce que c'est quand même ce qui se passe, ce qui s'est passé. On n'a rien dit. Donc qu'est-ce que vous voulez que pense Poutine ? Mais ces Européens, c'est rien, ce sont des lavettes, comme on dit. Il le pense fondamentalement. Il l'a déjà dit d'ailleurs plusieurs fois, qu'on est corrompu, pas finalement, mais par les mœurs, par la religion, tout ça, qu'on a oublié tout ça, nos valeurs, et que nos valeurs valent plus rien. Et que lui est le représentant des grandes valeurs. D'ailleurs, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, ça séduit beaucoup l'extrême droite, ce discours. Je parle de l'extrême droite en Europe. L'extrême droite aime Poutine parce qu'il se présente comme le défenseur des valeurs judéo-chrétiennes. C'est quand même incroyable dans une certaine mesure. Les guerres d'aujourd'hui ne parlent pas uniquement des territoires, parlent du pouvoir. Je suis d'accord, mais la guerre d'aujourd'hui, vous voulez dire Les guerres, parce que si on regarde un peu partout sur la planète, oui, on parle un peu des territoires, mais c'est pas uniquement le territoire. On veut gagner le pouvoir, on veut gagner l'hégémonie. Oui, vous avez raison. Et c'est par exemple, la Chine ne s'en cache pas, puisque la Chine dit qu'elle veut remplacer le monde occidental par son monde à elle. Elle le dit, donc l'hégémonie dont vous avez parlé. C'est vrai que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et d'ailleurs, quels sont les objectifs de la Russie aujourd'hui vis-à-vis de l'Europe ? Vis-à-vis de nous, parce que vous appartenez quand même à ce camp-là, si je puis dire. Et j'en suis heureux pour vous, d'ailleurs, et pour nous aussi, d'ailleurs. Donc, il ne cherche pas à conquérir l'Europe. D'abord, il n'a pas les moyens de le faire, soyons clairs. Il n'a pas les moyens militaires, économiques, etc. Donc, excluons tout ça. Ce qu'il veut, c'est une finlandisation de l'Europe. Ça l'intéresserait. C'est-à-dire qu'une Europe qui soit pas un peu comme la Biélorussie. J'exagère parce que là, c'est vraiment c'est plus qu'une finlandisation. C'est une féodalisation, si je puis dire. Donc, il ne veut pas forcément la féodalisation de l'Europe, mais une finlandisation de l'Europe, ça, c'est sûr qu'il le veut. Et pour y parvenir, il faut 2 choses. D'abord, là, très important, et il est en train d'y parvenir, d'ailleurs malheureusement, c'est ça qui est très grave, un découplage entre les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire que les États-Unis se frottent les mains, et après tout, l'Europe, on s'en fout, c'est leur problème,
nous, on a nos problèmes à régler. Ce que fait exactement Donald Trump aujourd'hui, et ce qu'il dit ouvertement d'ailleurs. Bon, ça c'est la première chose, le découplage. Et le deuxième aspect qu'il cherche pour la federalisation, c'est montrer que l'Europe, ce n'est rien. C'est une espèce de construction bâtarde qui a été mise en place, mais qui de toute façon, d'abord s'entend pas vraiment, à des gens qui bloquent, genre Orban, etc., etc., et surtout qui n'a pas de force. Parce que si vous retirez le bouclier américain, vous savez, c'est pas formidable. Alors, ça va venir, mais il faut du temps. Bon, donc, ce que je pense, ce qui risque de se passer, c'est que si jamais on arrive à cette paix bâtarde, imposée par les États-Unis et évidemment par Moscou en même temps complice, je ne suis pas sûr qu'ils y arriveront, mais enfin, en tout cas, ils essayent. Si on arrive à cette paix bâtarde, au détriment évidemment des Ukrainiens, soyons clairs, ça renforcera l'idée de Poutine que de toute façon, le monde occidental est très faible et qu'on peut faire ce qu'on veut. Et je pense que la deuxième étape sera un test assez important qui concernera sans doute les pays baltes, sans doute l'Estonie parce que c'est plus simple, il y a une grosse communauté russe, etc., qui trouvera n'importe quel prétexte, vous inquiétez pas, en disant la communauté russe est brimée, etc. Et il ne va pas envahir totalement l'Estonie parce qu'il peut y avoir une réaction, il va faire une incursion pour sauver. Et là, pour tester une chose qui est très importante, l'article 5 de l'OTAN, ça paraît rien, mais c'est très important. C'est que si jamais, normalement cet article 5 dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les pays de l'OTAN sont concernés. C'est ça que l'article 5. Et là, il pense que si il attaque un peu l'Estonie par l'occuper, on dira rien, on oubliera l'article 5 et on s'en lavera les mains. Et il montrera, mais vous voyez, ce sont des lavettes, ils font rien, voilà. Bon, et ça, c'est très important. Et ça changera la psychologie européenne. Et finalement, cette finlandisation dont j'ai parlé pourra se faire. Ça va pas se faire du jour au lendemain, j'entends, mais en tout cas, ce sera un travail qui sera fait à long terme. Pensez-vous que l'Europe s'est réveillée de sa naïveté ? Non, pas. Ah oui, aujourd'hui, excusez-moi, oui. Oui et non. Tardivement, je dirais. C'est vrai que, mais le problème, c'est que c'est tardivement parce que nous n'avons pas fait le nécessaire en ce qui concerne notre armement. Nous sommes en train de nous réveiller, mais encore avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a des bisbilles entre eux, tout le monde n'est pas d'accord. Enfin bon, bref. Et puis on met pas forcément tout l'argent qu'il faudrait. Mais enfin, a priori, l'Europe serait grosso modo armée vraiment. Dans 5 ans. Mais 5 ans, c'est long, vous savez. Bon, ça. Et puis, alors, le seul espoir qu'on peut avoir, le vrai espoir qu'on peut avoir, c'est que Poutine est un être humain et qu'il va mourir un jour, soyons clairs. Il a 72 ans aujourd'hui. Bon, son espérance de vie n'est pas extraordinaire, quoique, à mon avis, il travaille beaucoup à ça, puisque vous savez, il paraît qu'il se transfuse de nouveau sang chaque jour. Enfin, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, bref. En tout cas, il a intérêt, il veut vivre longtemps pour réaliser son rêve. Bon, mais 5 ans, c'est long. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 ans ? Bon, Trump ne sera plus au pouvoir, c'est déjà une première chose. Ça, c'est une bonne chose. Mais je ne lis pas dans le mar de café, donc je ne peux pas le dire, si je puis dire. Mais 5 ans, il peut s'en passer des choses en 5 années. Il nous reste 3 minutes à disposition et je voulais qu'on parle un peu de votre prochain livre. Et je sais que vous allez revenir en Roumanie pour le présenter. Notre monde orwellien. C'est ça ? C'est oui, le titre... ça s'appellera Notre monde orwellien. Notre monde orwellien. C'est un livre assez en vérité, je reviens sur mes dadas, vous savez, chaque auteur fait grosso modo ça, surtout quand on est des essais. Bon, je prends, en vérité, je m'inspire de 1984 de George Orwell, qui fait toute une démonstration sur le monde à une certaine époque, avec des empires, avec des pouvoirs qui se ressemblent, avec des guerres qui sont menées, mais par pays interposés, non pas directement entre les empires, enfin, etc., etc. Plus évidemment un contrôle social gigantesque par des caméras, plus évidemment un changement de la pensée, plus évidemment un changement du vocabulaire, enfin, etc., etc. Et qui finit que le héros, qui est un rebelle, qui est un dissident, qui s'appelle Monsieur Smith, évidemment un nom excessivement commun volontairement, c'est Monsieur X, si je puis dire, eh bien, qui était un rebelle par rapport au système, finit par dire j'aime Big Brother, Big Brother étant une entité. C'est pas un être incarné, c'est une entité, si je puis dire. Et donc je déroule ce raisonnement orwellien, si je puis dire, sur notre monde actuel. Et ça va faire peur à vos auditeurs. Comme le livre de Orwell finit, il aime Big Brother en parlant de Smith. Il aime Big Brother. Je crains qu'un jour l'humanité dise nous aimons l'intelligence artificielle. Voilà.
Je vous laisse sur cette parole-là. Ouf, c'est dur, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'on aura un jour la force de confronter notre passé, de régler les problèmes que nous avons avec notre passé commun et faire face à la violence du présent. Juste un mot, excusez-moi. Ouais. J'ai confiance en l'histoire. Et je pense que l'histoire, elle passe toujours. Le problème, c'est que l'histoire, elle passe souvent lorsque les contemporains ne sont plus là. Et d'ailleurs, il faut que les contemporains soient plus là pour que vraiment l'histoire passe. Parce que quand vous avez des contemporains des faits, ils disent « Oh non, c'était pas passé comme ça ». Si vous avez personne qui conteste les faits, eh ben, vous avez la chance que l'histoire passe. Donc, ne désespérez pas, mais ni vous ni moi le verrons. On va échapper aux nostalgiques alors. Merci infiniment, Thierry Walton. Merci à vous. Întâlnirea în această seară la ora 19 la Librăria Humanitas de la Cismigiu, alături de istoricul și jurnalistul francez vor fi Gabriel Liceanu și Ioan Stanomir într-o întâlnire pe tema trecutului, o întâlnire moderată de excelenta jurnalistă Magda Grădinaru. Luăm o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI.